Merde. Désolé quand même. Hein. C'est dommage, un bel avion. Ouais. Si c'est comme ça, pour vous réconforter, je peux vous faire un cours sur les avions. Il ne faut pas confondre les montgolfières avec les dirigeables. Et ben la matière est pareille. C'est en 1782 que la première montgolfière s'envola. Bienvenue à l'aéroport d'Orly. Ici, des milliers de personnes parcourent le monde entier. Et cela grâce à un véhicule exceptionnel, l'avion. Ces mastodontes des cieux permettent d'emporter jusqu'à plusieurs centaines de personnes sur des distances inimaginables. Mais ce n'a pas toujours été comme ça. Voler est un rêve qui a hanté toute l'histoire de l'humanité. Selon la légende d'Ipia, le désir de voler existe depuis très longtemps. L'un des précurseurs le plus connus de l'aviation est Léonard de Vinci. Il est le premier à créer des croquis et des plans sur des machines volantes qui étaient la plupart des ailes volantes. Mais le véritable précurseur de l'aviation est George Keller. Il découvre les principes de base de l'aérodynamique qui sont la force et la traînée. Il comprend également qu'il est inutile de battre des ailes pour voler comme les oiseaux, mais qu'il faut simplement fixer les ailes et mettre en empennage pour stabiliser le vol. Les premiers vols d'avions motorisés furent effectués par Clément Ader en 1891, au bord de ses appareils Éole et Avion 3, d'où l'étymologie avion. Mais ces vols sont tous majoritairement des échecs. Il faut attendre 1903 avec les frères Wright pour que les premiers vols d'avions motorisés contrôlés furent effectués au bord du Mont Flyer, avec un record de 234 mètres en 59 secondes. En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'aviation est bouleversée. La création d'un nouveau moteur est née par deux ingénieurs, un anglais, Frank Whiteley, et le deuxième, un allemand, Hans Hahn. Ils ont créé chacun de leur côté le moteur à réaction. Ce nouveau type d'aviation va nous permettre de voyager sur des distances inimaginables en très peu de temps. Avec la fin de la guerre, plusieurs usines militaires deviennent civiles. Par exemple, l'entreprise Boeing, qui grâce à la production de B-29 qu'elle a construit tout au long de la guerre, et grâce à la construction de ce nouveau moteur, Boeing va pouvoir créer les grands mastodontes du ciel qui volent au-dessus de nos têtes tous les jours. Voilà comment des centaines d'avions volent au-dessus de nos têtes tous les jours. Pour voler, me diriez-vous, nous avons besoin d'ailes, qui génèrent une portance. La portance peut s'expliquer simplement. Si je prends une aile et que je la coupe sur sa largeur, on va obtenir une forme bien connue des amateurs d'aviation, un profil. Mais pourquoi ne nous sommes-nous pas contentés d'un simple profil plat, une sorte de planche, quoi? Pour mieux comprendre, imaginons que la table est une soufflerie. Ici, j'ai un puissant ventilateur qui envoie de l'air à grande vitesse sur cette planche. C'est un profil plat. Maintenant, prenons la liberté de faire apparaître toutes ces molécules d'air en mouvement. Enfin, une partie. Et allumons ce ventilateur. Ici, la planche va subir une force, sa masse. Et les molécules d'air en mouvement n'y changent rien. Maintenant, si on la remplace par un profil d'avion, tout va changer. Les molécules d'air iront plus vite sur le dessus que sur le dessous. Cela va créer une zone de dépression. L'air n'aimant pas le vide, il va essayer de combler cette zone de basse pression. Cela va créer un phénomène d'aspiration. Ici, l'aile va subir deux forces. Sa masse, qui reste toujours présente, et une deuxième, la portance. Plus ces molécules d'air iront vite, si l'avion accélère, plus cette portance sera grande. Maintenant, pour voler doucement, un avion devra avoir un profil très épais. Enfin, si la portance devient plus grande que la masse totale de l'avion, il décolle. D'accord, j'ai compris, mais tu le fais avancer comment cet avion? Pour faire avancer un avion, l'homme a trouvé en gros deux moyens, l'hélice et le réacteur. Plus vieux que le réacteur, l'hélice fonctionne sur un principe très simple. Elle a un pas. Un pas, c'est cette forme bizarre qui fait qu'une hélice attrape de l'air et la projette vers l'arrière. Pour mieux comprendre, faisons une petite expérience. Sortez votre main pendant que vous roulez en voiture et laissez-la parallèle au sol. Vous n'allez ressentir aucune force. Par contre, si vous l'inclinez légèrement, vous allez ressentir une force verticale.
L'hélice subit le même phénomène, sauf que celle-ci tourne. Intéressons-nous maintenant au réacteur. Là pour le coup c'est un poil plus compliqué. Pour commencer, faisons une petite expérience. J'ai mis dans ce verre de minuscules particules d'essence, et regardez bien. J'ai eu une minuscule déflagration, une sorte d'explosion. Si j'avais mis une feuille sur ce verre, celle-ci aurait été projetée, car en explosant, l'air contenu dans le verre se serait dilaté, il aurait occupé plus d'espace. Le réacteur fonctionne sur le même principe. De l'air va rentrer par là et il va être comprimé par ses multiples hélices. Arrivé dans la chambre de combustion, on va lui injecter des minuscules particules de kérosène, qu'on va enflammer aussitôt. Il va donc y avoir une déflagration. En se dilatant, l'air chaud va être propulsé à grande vitesse à l'arrière de l'avion. Cela va créer une poussée. Grâce au principe d'action-réaction, l'avion va accélérer. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué, surtout en ce qui concerne les réglages. L'aviation n'a cessé de s'améliorer depuis plus d'un siècle. Elle est passée de petits avions en bois en toile à d'immenses paquebots déserts qui parcourent le monde entier à des altitudes impensables. Mais qui sait à quoi ressemblera l'aviation du futur? En tout cas, pas à toi. Pour mieux comprendre, imaginons que la table est une soufflerie. Ici, j'ai un puissant ventilateur qui envoie de l'air à une grande vitesse sur ce